Le message est arrivé à 2h47 du matin. J'étais encore éveillée, assise dans mon bureau à domicile, en train de relire des rapports trimestriels, une tasse de café froid à côté de mon ordinateur portable. L'écran de mon téléphone s'est allumé avec un message de « Maman et papa. Nous te poursuivons en justice pour avoir détruit la santé mentale de ta sœur. » Je l'ai fixé. Je l'ai relu. Puis encore une fois, juste pour être sûr que je n'hallucinais pas sous l'effet de l'épuisement. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. Une partie de moi voulait ignorer le message, faire comme si je ne l'avais jamais vu. Mais l'autre partie, celle qui avait été rabaissée, réduite au silence et culpabilisée pendant 33 ans, avait besoin de comprendre. Comment, ai-je répondu. La réponse est arrivée en quelques secondes. Ils attendaient clairement que je réagisse. En construisant seule une entreprise valant plusieurs millions. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai éclaté de rire. Pas un rire poli. Pas un rire nerveux. Un vrai rire, sincère, du genre vous vous moquez de moi, qui a résonné dans mon bureau vide. Mon succès détruisait la santé mentale de ma sœur. Mes années de travail, de sacrifices et de nuits blanches étaient apparemment une arme que j'avais brandie contre la pauvre Sabrina. J'ai regardé autour de moi. Les murs que j'avais peints moi-même parce que je n'avais pas les moyens d'engager quelqu'un au début. Le bureau acheté d'occasion sur eBay. Les certificats et les récompenses obtenues à la sueur de mon front, avec du sang, de la fatigue et bien plus de larmes que je ne l'admettrai jamais. Puis j'ai tapé, peut-être que votre santé mentale en souffrira aussi, car je coupe tout soutien dès maintenant. Envoyé. Et j'ai éteint mon téléphone. 2 minutes plus tard, ma montre connectée s'est mise à vibrer. Appel après appel après appel. Je les ai comptés plus tard, 48 tentatives rien que pendant la première heure. Mais je n'ai pas répondu. Ni à ce moment-là. Ni jamais. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là. Comment une fille issue d'une famille ouvrière de Hambourg a fini par bâtir une entreprise technologique valant des millions, pour ensuite voir ses propres parents la menacer de poursuites pour le crime de la réussite. Sabrina et moi sommes sœurs. J'ai 3 ans de plus, ce qui, dans ma famille, signifiait que j'étais 3 ans de trop. Dès sa naissance, il était évident qui était la préférée. Sabrina était la belle, la charmante, celle qui ne faisait jamais rien de mal. Moi, j'étais la discrète, l'ennuyeuse, celle qui étudiait trop et souriait trop peu. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, demandait maman quand je préférais lire plutôt que d'aller à des fêtes. Sabrina a un avenir tellement prometteur, disait papa, généralement juste après que je lui avais rapporté un autre bulletin parfait qu'il regardait à peine. J'ai compris très tôt que les réussites ne valaient rien chez nous. Les notes médiocres de Sabrina étaient célébrées. Mes excellentes notes étaient attendues. Quand elle a obtenu un rôle dans la pièce de l'école, ils ont organisé un dîner. Quand j'ai gagné un concours national de mathématiques, papa a dit « C'est bien, Liebling », avant de retourner à son journal. Alors j'ai arrêté d'essayer de les impressionner. J'ai commencé à travailler pour moi. À 16 ans, j'ai décroché mon premier emploi dans un café du quartier. À 17 ans, j'apprenais à coder toute seule grâce à des livres de bibliothèque et à des cours gratuits en ligne. À 18 ans, pendant que Sabrina choisissait l'université la plus amusante, je suivais des cours en ligne et travaillais 2 emplois pour économiser. Pourquoi ne vas-tu pas à l'université comme Sabrina ? M'a demandé maman quand je lui ai parlé de mes projets. Parce que je n'en ai pas les moyens, ai-je répondu simplement. Nous payons les études de Sabrina, a dit papa, comme si je ne le savais pas. Je sais. C'est pour ça que je travaille. L'implicite flottait dans l'air. Ils pouvaient financer les études d'une seule fille, et ils avaient fait leur choix. J'avais 21 ans quand j'ai lancé ma première entreprise. Une petite société de design web, depuis mon minuscule appartement. J'avais 3 clients et à peine assez d'argent pour payer le loyer et manger des nouilles instantanées. Sabrina terminait son diplôme en commerce, celui que maman et papa avaient payé, et postait des photos sur Instagram de son semestre d'études à Paris. J'étais heureuse pour elle. Vraiment. Ce n'est pas parce que nos parents avaient des préférences que je devais détester ma sœur. Mais Sabrina, elle, me détestait. Ou peut-être que, détester, est trop fort. Elle me reprochait. Elle m'enviait.
Elle se comparait constamment à moi, même si nous suivions des chemins totalement différents. Pourquoi Lorraine doit-elle toujours travailler, se plaignait-elle auprès de nos parents. Pourquoi ne peut-elle pas se détendre et s'amuser comme une personne normale? Certaines personnes ne sont pas aussi naturellement douées que toi, Sabrina, répondait maman. Lorraine doit travailler plus dur pour s'en sortir. Je me suis mordu la langue tellement de fois au fil des années que je m'étonne qu'elle ne soit pas tombée. Mon entreprise a grandi. Lentement au début, puis de plus en plus vite. J'ai embauché mon premier employé à 24 ans. À 26 ans, j'avais une équipe de 8 personnes et nous avions emménagé dans de vrais bureaux. À 28 ans, nous avons décroché notre premier grand client actif. Et Sabrina? Elle a obtenu son diplôme, travaillé quelques mois dans 3 entreprises différentes, décidé qu'elle n'aimait pas le monde de l'entreprise, puis est retournée vivre chez maman et papa. À 30 ans. Je ne la jugeais pas pour ça. Chaque parcours est différent. Mais ce que je ne supportais pas, c'était le récit que nos parents construisaient autour de la situation. Sabrina est tellement sensible, disait maman. Le monde du travail est trop dur pour une âme aussi douce. Elle prend le temps de se trouver, ajoutait papa. Tout le monde ne peut pas être accro au travail comme Lorraine. Accro au travail. C'est ainsi qu'il me définissait. Pas réussi. Pas déterminé. Pas accompli. Une bourreau de travail incapable de profiter de la vie. Pendant ce temps, je payais les réparations de leur voiture. Les frais médicaux de papa lorsque son assurance ne couvrait pas tout. Le nouveau toit dont leur maison avait besoin. Les idées d'entreprise de Sabrina qui n'aboutissaient jamais à rien. La famille aide la famille, disait maman chaque fois que j'envoyais de l'argent. Et je le faisais. Parce que, malgré tout, c'étaient mes parents. Et Sabrina était ma sœur. Et j'avais été élevée avec l'idée que le sang comptait plus que tout. Le point de rupture est arrivé 6 mois avant ce message envoyé à 2h47 du matin. Mon entreprise venait de conclure un contrat avec un grand client international. Le genre de contrat qui change tout, celui qui signifie que vous n'êtes plus une petite entreprise, mais un véritable acteur du secteur. Celui qui me faisait enfin envisager, peut-être, d'acheter une maison au lieu de louer. J'ai fait l'erreur de le mentionner lors d'un dîner de famille. Nous venons de signer un contrat d'une valeur de 3 millions d'euros sur 2 ans, ai-je dit, en essayant de cacher ma fierté, sans y parvenir. Papa a levé les yeux de son schnitzel. 3 millions? Sur 2 ans, oui. C'est énorme pour nous. La fourchette de Sabrina a claqué dans son assiette. 3 millions d'euros? Enfin, ce n'est évidemment pas tout du bénéfice. Il y a les coûts, les salaires, les frais de fonctionnement. Tu gagnes des millions, a dit Sabrina, la voix montant, alors que moi je n'arrive même pas à décrocher un entretien. Ça y est, me suis-je dit. Sabrina, ce n'est pas. Ce n'est pas juste. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes coulaient sur son visage. Tu as toujours tout. Tu réussis toujours tout. Et moi alors? Sabrina, ma chérie, maman s'est précipitée vers elle. Ne pleure pas, Liebling. C'est difficile pour elle, Lorraine, a dit papa d'un ton sec. Tu pourrais être plus sensible. Sensible à quoi? Au fait de travailler dur? De construire quelque chose? Au fait de frotter ton succès au visage de ta sœur? Je l'ai regardée, stupéfaite. J'ai simplement parlé d'un contrat professionnel lors d'un dîner de famille. En quoi est-ce que je frotte quoi que ce soit au visage de qui que ce soit? Tu sais que Sabrina a des problèmes d'estime de soi, a dit maman en lui caressant les cheveux comme si elle avait 5 ans au lieu de 30. Entendre parler de ton succès l'a fait se sentir encore plus mal. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit doucement. La pièce est devenue silencieuse. Qu'est-ce que tu as dit? La voix de papa était glaciale. J'ai dit que ce n'était pas mon problème. Les problèmes d'estime de soi de Sabrina ne sont pas ma responsabilité. Je ne vais pas m'excuser d'avoir travaillé dur et réussi. Sabrina a sangloté encore plus fort. Maman m'a lancé un regard comme si j'avais frappé sa fille. Papa s'est levé. Je pense que tu devrais partir, a-t-il dit. Très bien, ai-je répondu en attrapant ma veste.
Mais sache que c'est la dernière fois. La dernière fois qu'on me fait culpabiliser de ne pas avoir échoué. La dernière fois qu'on m'attend à ce que j'éteigne ma lumière pour que Sabrina ne se sente pas mal de refuser d'allumer la sienne. Je suis partie. Ils n'ont pas appelé pour s'excuser. À la place, ils ont appelé 2 semaines plus tard pour demander de l'argent. Papa avait besoin d'un nouvel ordinateur portable. J'ai envoyé l'argent, parce que les vieilles habitudes ont la vie dure. Après ce dîner, les choses ont empiré. Sabrina a commencé à publier sur les réseaux sociaux des messages vagues sur des membres toxiques de la famille et des personnes qui se croient supérieures à tout le monde. Elle partageait des articles sur le narcissisme et la rivalité entre frères et sœurs, toujours accompagnés de commentaires bien ciblés. La famille élargie a commencé à prendre parti. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'écrivaient soudain pour me demander pourquoi j'étais si dure avec Sabrina. Elle traverse une période difficile, m'a écrit ma tante Elga. Tu ne pourrais pas simplement être compréhensive? Je le suis depuis 10 ans, ai-je répondu. À un moment donné, le soutien devient de la complaisance. J'ai arrêté d'aller aux réunions de famille. J'ai cessé de répondre à tous les appels. J'ai commencé à poser des limites que j'aurais dû poser depuis des années. Puis est arrivé le message concernant le procès. J'ai rallumé mon téléphone 3 jours plus tard. Les appels manqués se comptaient par centaines. Les messages vocaux étaient « quelque chose ». Maman en larmes, me suppliant de répondre. Papa en colère, exigeant que je rappelle immédiatement. Sabrina hystérique, hurlant que je détruisais sa vie. Tante Elga essayant de jouer les médiatrices. Oncle Klaus me disant que j'étais déraisonnable. Et puis, enfoui dans le chaos, un message de Sabrina elle-même. Tout le monde serait plus heureux si tu échouais au moins une fois. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai enregistrée. Puis j'ai appelé mon avocate. Est-ce qu'ils peuvent vraiment me poursuivre, ai-je demandé. Mon avocate, une femme brillante prénommée Petra qui m'aidait depuis des années avec des contrats commerciaux, a ri. Pour avoir réussi? Non. Il n'existe aucune base juridique pour des dommages émotionnels causés par les réussites de quelqu'un d'autre. C'est absurde. C'est bien ce que je pensais. Mais Lorraine, même s'ils essaient, ça n'ira nulle part. Tu le sais, n'est-ce pas? Je le sais. Alors, que veux-tu faire? J'y ai réfléchi. À toutes ces années où j'ai été la responsable, la fiable, celle qui était toujours là, qui payait, qui se taisait. Je veux être libre, ai-je dit. J'ai rédigé un message. Un seul message destiné au groupe familial, qui comprenait mes parents, Sabrina et une grande partie de la famille élargie. Je l'ai écrit avec soin, relu et modifié 3 fois, puis je l'ai envoyé avant de pouvoir douter de moi. J'ai reçu des menaces de poursuite judiciaire pour le crime d'avoir construit une entreprise prospère. Puisque mon succès semble provoquer des problèmes de santé mentale chez Sabrina, j'ai décidé de me retirer en tant que source de stress pour la famille. À compter d'aujourd'hui, je n'apporterai plus aucun soutien financier à qui que ce soit. Je ne participerai plus aux réunions de famille. Je ne répondrai plus aux appels, messages ou textos impliquant des demandes d'argent, de la culpabilisation ou de la manipulation. Je vous aime, mais je ne me consumerai plus pour vous tenir chaud. J'espère que vous comprendrez. Sinon, ce n'est pas grave non plus. Prenez soin de vous. Lorraine. Envoyé. Les réponses ont été immédiates et explosives. Maman, comment peux-tu faire ça à ta famille? Papa, tu es égoïste et cruel. Sabrina, j'espère que tu es heureuse maintenant que tu as tout détruit. Tante Elga, ce n'est pas ainsi qu'une famille se comporte. Mais il y avait aussi d'autres messages. Plus discrets. Privés. Mon cousin Jadon, bravo à toi. J'observe ça depuis des années. Tu mérites mieux. Mon oncle Greg, je suis fier de toi, Lorraine. Pas pour l'entreprise, pour les limites que tu as posées. Et un message de ma grand-mère, qui écrivait rarement, ton grand-père serait fier. Il disait toujours que tu avais une colonne vertébrale en acier. Ne les laisse pas te plier, Lipchen. J'ai pleuré en lisant celui-là. Le premier mois a été difficile. Je me sentais coupable.
Égoïste. J'avais l'impression que le problème venait peut-être de moi, comme il l'avait toujours dit. Puis j'ai regardé ma vie. Vraiment regardé. J'avais bâti une entreprise à partir de rien. J'employais 43 personnes qui pouvaient nourrir leur famille grâce aux emplois que j'avais créés. J'avais développé des logiciels aidant les petites entreprises à mieux gérer leurs finances. J'avais mentoré de jeunes femmes souhaitant entrer dans le milieu de la tech. J'avais fait des dons à des associations et financé des bourses. Je n'étais pas une mauvaise personne. Je n'étais pas égoïste. Je n'étais pas cruel. J'étais simplement fatiguée d'être un paillasson. Le deuxième mois a été plus facile. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone de manière compulsive. J'ai cessé d'attendre des excuses qui ne viendraient jamais. J'ai commencé une thérapie pour démêler 33 années de manipulation émotionnelle. Il voulait que tu échoues, m'a dit ma thérapeute lors d'une séance. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que ta réussite mettait en lumière le manque d'effort de Sabrina. Il était plus facile de te blâmer que de la rendre responsable. C'est tellement tordu, ai-je dit. Oui, a-t-elle répondu. Oui, ça l'est. Au 3e mois, j'ai réalisé que je dormais mieux. Mon niveau de stress avait chuté. Mon travail était meilleur. Ma vie était meilleure. Je suis partie en vacances, mes premières vraies vacances depuis 5 ans. J'ai fréquenté quelqu'un sans me demander si ma famille approuverait. J'ai acheté de l'art pour mon appartement simplement parce que ça me plaisait. J'ai vécu. 6 mois après l'envoi de ce message, maman a appelé. Pas écrit, appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô, maman. Lorraine. Sa voix était différente. Plus douce. Comment vas-tu? Je vais bien. Vraiment bien, en fait. Silence. Sabrina a trouvé un travail, a-t-elle dit enfin. C'est super. Je suis contente pour elle. Elle y était obligée. Nous lui avons dit que nous ne pouvions plus la soutenir comme avant. Je n'ai rien dit. Ton père et moi, nous avons beaucoup parlé. De la façon dont nous t'avons traité. De la manière dont nous attendions toujours que tu sois là pendant que nous laissions Sabrina. Être irresponsable, ai-je proposé. Oui. Sa voix s'est brisée. Je n'appelle pas pour te demander de revenir. Ni pour que tu nous pardonnes. Je voulais juste que tu saches que nous voyons maintenant. Nous voyons ce que nous avons fait. Et je suis désolée. Ce n'était pas tout. Ça ne réparait pas des années de dégâts. Mais c'était quelque chose. Merci, ai-je dit doucement. Ça compte. Est-ce que tu reviendras un jour? Dans la famille? Je ne sais pas, maman. Peut-être un jour. Mais à mes conditions. Avec des limites. Je comprends. Nous avons encore parlé quelques minutes. Des banalités. Des paroles prudentes. Ce n'était pas une fin heureuse, mais ce n'était pas une fin du tout. C'était juste, différent. Aujourd'hui, mon entreprise vaut 8 millions d'euros et continue de croître. Nous nous développons sur 3 nouveaux marchés l'an prochain. J'achète une maison, une vraie maison, avec un jardin et tout ce qui va avec. Et je suis heureuse. Vraiment, sincèrement heureuse. Je parle parfois à maman. Papa et moi échangeons des messages lors des fêtes. Sabrina et moi ne sommes pas proches, mais nous restons cordiales. Elle travaille désormais comme chef de projet et semble trouver sa voie. Mais surtout, je suis libre. Libre de la culpabilité, de l'obligation, du poids d'être responsable du bonheur de tout le monde sauf du mien. Ce message reçu à 2h47 du matin a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Pas parce que ma famille a menacé de me poursuivre en justice, mais parce qu'il m'a enfin donné la permission de faire ce que j'aurais dû faire depuis des années. Me choisir. Parfois, l'acte le plus radical consiste à refuser d'échouer pour le confort des autres. Parfois, le geste le plus courageux est de réussir quand même, malgré tous ceux qui vous disent que vous avez tort d'essayer. Ma réussite n'a pas détruit la santé mentale de Sabrina. C'est son refus de prendre la responsabilité de sa propre vie qui l'a fait. Et une fois que j'ai cessé d'accepter la faute pour ses choix, tout a changé. Il voulait que je baisse la lumière.
À la place, j'ai appris à briller plus fort. Et ce message? Je l'ai toujours sauvegardé. Pas comme un rappel de ce qu'ils ont fait, mais comme un rappel de ce que j'ai choisi. Je me suis choisi. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Merci d'avoir regardé. Mettez un like si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour découvrir d'autres histoires similaires. À la prochaine.